Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Tigran Egavian. Il est professeur à l'université Schiller et auteur de la géopolitique de l'Arménie. Ensemble, nous allons parler de la situation territoriale de l'Arménie par rapport à l'Azerbaïdjan. Merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour votre invitation. Donc l'Azerbaïdjan réclame de nouveaux territoires à l'Arménie. C'est sa condition sine qua non pour poursuivre le processus de paix. Tigran, peut-on rappeler un petit peu les faits? Donc, le 12 mars dernier, l'Azerbaïdjan a exigé la sécession de 4 villages frontaliers situés dans le Tavouch, dans la région du Tavouch, dans le nord-est de l'Arménie. Comment en est-on arrivé à cette situation? Quel est le contexte historique qui a mené à la situation actuelle? Disons que depuis la guerre de 44 jours de 2020, l'Azerbaïdjan poursuit une stratégie qui se décline en trois temps. Premier objectif, c'était l'anéantissement de l'Artsakh, de toute forme d'autonomie aussi arménienne en Artsakh. Deuxième objectif, le corridor extraterritorial du Syunik pour relier donc l'Azerbaïdjan à la Turquie via le Nakhitchevan. Et troisième objectif, redessiner la frontière avec l'Arménie afin d'imposer à l'Arménie une paix d'humiliation, une paix qui serait synonyme de capitulation, mais aussi de viser à ce que l'État arménien soit complètement dévitalisé, c'est-à-dire qu'il se retrouve sans aucun moyen d'assurer à la fois sa protection, son intégrité territoriale, mais aussi son économie. Et on voit très bien que ce qui intéresse l'Azerbaïdjan, c'est de revendiquer chaque fois de nouveaux territoires, tenant compte que le contexte géopolitique lui est favorable, que l'Arménie est faible, que la Russie aujourd'hui penche du côté de l'Azerbaïdjan pour différentes raisons. Et la question du Tavouche, elle est ancienne parce qu'il faut savoir que dans les années 60-70, à l'époque de l'Union soviétique, il existait plusieurs villages azerbaïdjanais qui constituaient des enclaves insérées dans le territoire arménien soviétique, de la même façon que l'Arménie soviétique avait une enclave aussi qui s'appelait la Artsakh, le village qui n'est absolument pas nommé d'ailleurs dans les discussions actuelles, en territoire azerbaïdjanais. Et en 1990, donc, c'était un an avant l'indépendance, lorsque le conflit de Haut-Karabakh avait gagné une autre intensité. Il y a eu des affrontements, en fait, tout le long de la frontière entre les deux républiques soviétiques. C'était pas encore des armées régulières qui se battaient, et il y a eu des échanges de population, des expulsions. Les Arméniens d'Artsakh ont fui vers l'Arménie, et les Azerbaïdjanais des villages du Tavouch, mais aussi des villages de la plaine de l'Ararat, ont fui vers le Nakhitchevan et vers l'Azerbaïdjan. Et donc, on a la situation qu'on a. Mais d'un autre côté, suite à cette exigence de la part de l'Azerbaïdjan, du côté arménien, donc le gouvernement arménien a exigé à son tour le retrait des forces azerbaïdjanaises de 31 villages qui sont situés à Ararat, Vayozor, Syunik, Geralkunik et Tavouch. Et là, par exemple, refus catégorique de l'Azerbaïdjan. Donc, on est face à une situation où il y a énormément d'exigences de la part de l'Azerbaïdjan et aucune concession. Donc, on est face à une impasse. Qu'est-ce que peut faire l'Arménie dans ce cas-là? C'est extrêmement dangereux ce qui se passe, qu'il y a une escalade très concrète visant à pousser l'Arménie à céder le Sud. Et on voit bien que si, par tous les moyens, l'Arménie, elle répond par sa nouvelle, on va dire, sa proposition d'établir un carrefour de la paix entre tous les voisins, mais le problème, c'est que l'Azerbaïdjan n'a aucun intérêt, vitalement, elle n'a aucun intérêt à négocier une paix, entre guillemets, juste sur la base de concessions mutuelles. Donc, tant que le rapport de force est pleinement déséquilibré, l'Azerbaïdjan et le pouvoir d'Aliyev, qui a une assise, on va dire, fragile du fait de son autoritarisme, du fait aussi de son incapacité à redistribuer les fruits de la rente gazière et pétrolière. Donc, c'est dans son intérêt de pousser à fond son avantage pour que l'Arménie soit complètement à genoux. Alors, retenons bien que ce qui se passe dans le Tavouch, c'est très stratégique parce que vous avez donc une zone qui est déjà très riche, fertile, parce que c'est une zone très boisée, forestière. Mais ce que veut l'Azerbaïdjan, c'est avoir le contrôle d'une route qui relie donc l'Arménie à la Géorgie, par laquelle transiteraient ces villages frontaliers qui étaient jadis peuplés d'Azerbaïdjanais. Et ce serait aussi un moyen d'avoir un contrôle de hauteur stratégique. Donc, si l'Arménie céderait davantage de territoire comme elle l'a fait en 2021 et en 2022, et aussi, voilà, 2022, c'est-à-dire dans le Sunnik et dans le Giralkunik, on voit bien que l'Azerbaïdjan contrôle à présent la plupart des hauteurs stratégiques qui permettent davantage d'étrangler le pays et de poursuivre cet objectif qui est le premier objectif maintenant, c'est-à-dire de couper l'Arménie en deux via le Syunik, là où le territoire est extrêmement, on va dire, étroit. C'est une bande montagneuse extrêmement étroite. Je crois qu'au niveau de Sissian, on n'a même pas
18 kilomètres entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Donc on voit bien à quel point la tension monte et l'Arménie, le gouvernement arménien essaye davantage d'attirer l'attention de ses partenaires occidentaux, conscients que la Russie n'interviendra pas. La Russie, dans le cadre de l'OCTS, ne reconnaît toujours pas la frontière internationale arméno-azerbaïdjanaise. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que compte tenu du lâchage de la Russie, qui est toujours présent sur le terrain, mais qui considère que la seule frontière qui lui importe, c'est la frontière avec la Turquie et la frontière avec l'Iran, où il y a des gardes frontières russes qui sont toujours présents, mais la frontière avec l'Azerbaïdjan ne l'intéresse pas. Donc, l'équipe au pouvoir à Yerevan essaye d'attirer l'attention. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est la visite du secrétaire général de l'OTAN à Bakou et à Tbilissi. J'ai remarqué que M. Stoltenberg s'est rendu à Bakou, il a rencontré M. Aliyev, mais il a aussi rencontré le ministre azerbaïdjanais de la Défense et qu'il a parlé de stratégie, il a parlé de coopération dans le domaine militaire avec l'Azerbaïdjan, alors que quand il va en Arménie, il se contente de saluer la démocratie arménienne. Donc on voit très bien qu'on est encore très très loin du compte. C'est-à-dire que l'OTAN n'est pas prête, et ça, mes interlocuteurs diplomates occidentaux me le disent sans détour, que ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni les États-Unis aujourd'hui sont disposés à proposer des garanties fiables pour assurer la défense du territoire arménien. Donc on est vraiment dans une impasse, dans un dilemme dans lequel on essaie de diversifier d'une part des sources de sécurité et de l'autre, on a encore une OTAN, on a aussi le Royaume-Uni, nous avons le chef des services secrets britanniques, monsieur Richard Moore, que monsieur Pachinian a rencontré à Munich et qui est un homme d'État et le patron des services secrets britanniques extrêmement turcophile et extrêmement russophobe. Donc le fait que monsieur Pachinian s'affiche officiellement avec ces personnes, je crois que c'est un casus belli davantage. En tout cas, ça accroît la tension avec la Russie. Je pense que ça jette inutilement de l'huile sur le feu. Et ça peut expliquer aussi pourquoi la Russie a envie de faire payer à Pachinian ses manœuvres diplomatiques, pour le coup, un peu hasardeuses. Mais justement, alors, dans ce cas-là, quelles sont les solutions qui restent? Parce que là, tant dans l'opinion publique qu'auprès d'experts locaux, on entend souvent qu'il y a quand même énormément de concessions unilatérales. On a l'impression de donner à l'Azerbaïdjan sans rien avoir en retour, rien de positif, aucun signe qui mène vers une paix possible. Est-ce que finalement c'est juste d'aller vers des concessions à chaque fois qui sont unilatérales de la part de l'Arménie? Parce que finalement, est-ce que l'Azerbaïdjan ne cherche pas une guerre à tout prix, comme vous l'avez dit, pour détourner un peu de ce qui se passe au niveau interne dans le pays et des problèmes au niveau interne et de son autoritarisme? Est-ce qu'au final, la finalité de tout ça, c'est pas une guerre qui est inévitable et donc ces concessions sont inutiles en quelque sorte? La question n'est pas de savoir s'il y aura la guerre ou pas. La question est de savoir quand est-ce que la guerre va se produire. Et moi, à mon sens, elle est imminente, compte tenu que là, il y a un alignement positif des planètes en faveur de l'Azerbaïdjan. Ce qu'ont fait les autorités arméniennes depuis novembre 2020, c'est gagner du temps. Ils ont peut-être gagné 3 ans, mais ils ont perdu 250 km de territoire souverain. Ils ont perdu l'Artsakh sans contrepartie. On a vu quelle était la réaction des Occidentaux. Ils sont contentés d'être condamnés. Quand vous condamnez, quand vous vous inquiétez, autrement dit, c'est que ce n'est pas votre problème. Ce que veulent les Occidentaux, c'est affaiblir la présence russe dans le Caucase du Sud. Tant que la Turquie et l'Azerbaïdjan sont alignés, ça veut dire qu'ils feront partie de l'axe euro-atlantique de l'OTAN. Donc l'Arménie ne peut pas espérer grand-chose sur ce point. Ce qu'il faut pour l'Arménie, c'est 2 choses. De la dissuasion et de la sanction internationale. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que la diplomatie arménienne, mais aussi que ses relais d'influence, soient suffisamment bien rodés pour que à la fois les Européens, les Américains puissent déclencher un mécanisme de sanction internationale pour faire reculer l'Azerbaïdjan. Je ne vois pas d'autre option. Il se trouve que j'étais présent au dîner du CCAF, du Conseil de coordination des associations arméniennes de France, en présence du Premier ministre français, M. Gabriel Attal, du ministre des Affaires étrangères, M. Séjourné, du ministre de la Défense, M. Lecornu, que j'ai même accompagné sa délégation en Arménie le mois dernier. En aucun cas, j'entends le mot dissuasion. C'est-à-dire que ce que fait la France aujourd'hui pour aider l'Arménie, c'est une assistance en termes de formation. C'est une valeur ajoutée qui est certes qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas non plus significative. C'est un début d'une coopération qui est censée aboutir à un partenariat stratégique. Mais pour cela, il faudrait beaucoup de temps,
parce que l'Arménie aussi doit se réformer et l'armée arménienne doit aussi adopter une nouvelle doctrine militaire. Ça ne suffit pas de livrer du matériel et de former des officiers aux techniques européennes et françaises. Il faut une nouvelle doctrine militaire, mais comme le temps nous est compté, je pense que la priorité, c'est la dissuasion. Et je n'ai pas entendu ce mot lors du discours de M. Attal, et je n'ai pas entendu non plus le mot sanction. C'est-à-dire, il faut sanctionner l'Azerbaïdjan pour rétablir un équilibre. Il faut boycotter notamment la COP qui va se retenir à Bakou. Il faut impérativement geler les avoirs d'Aliyev. Bref, imposer un rapport de force. Et ce rapport de force, de toute façon, on ne peut pas le nier. Il existe du fait que l'Azerbaïdjan a lancé une guerre hybride contre la France depuis 2020, même un petit peu avant, et que cette tension est très forte et palpable. Sauf que l'opinion publique française et les médias français ne s'y sont pas davantage. En tout cas, commencent à s'y intéresser, mais il y a encore pas mal de chemin à faire pour qu'on en parle comme on en parle aujourd'hui du conflit russo-ukrainien. Justement, en France, à un moment donné, face à l'implication de la France en Arménie, ou en tout cas de sa présence, de son soutien à l'Arménie, il y a eu un élan à un moment donné en Arménie, et j'imagine aussi dans la diaspora, où la population arménienne, où les Arméniens ont vu une espèce d'espoir d'une protection française pour l'Arménie. On n'en est vraiment pas là. Est-ce qu'il faut c'est vraiment pas ce que C'est de la propose pensée la magique. France. C'est de la pensée magique et c'est malheureusement un travers pan-arménien, que ce soit à la fois en Arménie mais aussi en diaspora, que de penser que notre salut repose sur une assistance extérieure. Regardez la carte. Je veux dire, l'Arménie est enclavée. On ne peut pas changer les voisins de l'Arménie. L'Arménie n'a pas d'autre choix que de ravaler sa fierté et de se réarmer militairement, mais aussi intellectuellement, spirituellement, politiquement, pour gagner en maturité et inclure les ressources humaines disponibles, c'est-à-dire la diaspora, c'est-à-dire faire en sorte que ce partenariat qui n'existe pas encore avec la diaspora puisse contribuer à sécuriser les frontières, mais aussi à renforcer un État qui est extrêmement vulnérable du fait de son hémorragie démographique et de cette situation que nous vivons depuis 2020, c'est-à-dire une situation où on est dans un cercle vicieux, on est dans une abîme que l'Azerbaïdjan nous impose. Elle nous impose son agenda, elle nous impose son timing, et la Russie se coordonne avec l'Azerbaïdjan parce qu'elle se sert de son territoire pour contourner les sanctions internationales. Le souci des Arméniens en général, enfin, des élites arméniennes, c'est de penser le monde en deux catégories, ceux qui aiment les Arméniens et ceux qui ne les aiment pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on respecte les Arméniens. De la même façon que vous comparez un petit peu la trajectoire de l'État d'Israël. Au début, il ne se posait pas cette question. La question qui se posait, c'était la survie par les armes et le fait qu'ils se fassent respecter pour que plus jamais on ne tue des juifs en Israël et dans le monde. Et là, je ne vois pas encore cette dissuasion. Et je pense que ce que peut faire la France de positif, parce que effectivement, la France est le pays qui fait le plus pour l'Arménie et c'est une amitié sincère. Malheureusement, l'amitié n'a pas des sentiments et qui sont sincères, n'ont pas de traduction dans les relations internationales, dans le discours des États. Ce qu'il faut, c'est contribuer à ce qu'une élite arménienne puisse vraiment s'emparer de ces sujets stratégiques avec le sens de l'État. Sauf que l'Arménie n'est pas encore un État, en tout cas un État-nation. L'Arménie, c'est 25% de la nation arménienne, démographiquement parlant. Et elle n'a pas de discours inclusif qui vise justement à faire en sorte que des compétences, des talents puissent s'associer à l'effort de défense nationale. Rétablir le service militaire obligatoire pour les hommes, pour les femmes, mais aussi les proposer aux gens de la diaspora, constitue une ébauche. Les cultiver, les transmettre une culture de défense, mais qui soit vraiment, je veux dire, adaptée aux enjeux contemporains. La question n'est pas, si vous voulez, d'imposer un catéchisme nationaliste basé sur la lecture de Kalékin Noshté, sur l'exaltation de l'identité du nationalisme arménien. La question est de savoir dans quelle mesure l'État arménien, quel qu'il soit, peut assurer la pérennité de l'identité et comment la diaspora peut aussi s'épanouir dans cet État. On n'y est pas encore, mais c'est un élément de réponse. Après, il y a aussi d'autres propositions, d'autres pistes. Vous avez aussi la réalité que l'Arménie, en fait, elle appartient à la sphère euro-asiatique. Vous avez une puissance qui est croissante, hein, c'est l'Inde. L'Inde est intéressée par la sécurité de l'Arménie pour plusieurs raisons, hein. L'Arménie
peut occuper une position intéressante dans l'axe Paris-New Delhi, c'est-à-dire l'axe franco-indien, sachant que la France et l'Inde sont des partenaires géostratégiques. Mais pour cela, ça demande, je crois, une vraie réflexion et une vraie force de proposition. Et malheureusement, ce que l'on constate à Yerevan, c'est qu'il y a un déficit de ressources humaines disponibles. Encore une fois, mon propos n'est pas d'avoir une position condescendante et méprisante vis-à-vis de ces personnes qui travaillent à Yerevan, mais juste comprendre que nous avons un potentiel, qu'il est sous-exploité et que l'armée n'a pas de stratégie. Donc cette stratégie-là aussi, elle se traduit par un problème de culture de travail et voilà. Enfin, je pense qu'on s'est un petit peu dévié du sujet, mais l'idée n'est pas d'avoir une approche misérabiliste, victimaire, et de se lamenter sur le sort de l'Arménie, compte tenu de l'existence d'un potentiel humain qui est absolument considérable. Vous avez parlé de l'armée, si je ne me trompe pas, en 2018, même en 2019, sous Pachinian, donc l'État a décidé de ne plus se faire appeler État armé, donc avoir cette dénomination-là pour justement continuer vers la voie de la démocratie et sortir de cette image d'État armé. Mais donc il faut réinstaller ça, selon vous? Parce que finalement, Alors, on est un peu obligé. oui, alors il y a les mots, il y a la cosmétique et puis il y a l'action. Je veux dire, on a vu ce que où ça nous a emmené, hein, des grands discours, nouvelles conquêtes, nouveaux territoires, notamment de l'ancien ministre de la Défense, M. Donoyan. Donc on voit très bien qu'il y a un décalage abyssal entre le réel, la réalité, et puis les aspirations de responsables qui étaient hors sol, parce que l'Arménie a accusé un retard considérable. Le tort de l'armée arménienne, c'est qu'elle est encore très marquée par le post-soviétisme et que ses généraux feraient bien de se renouveler et de perdre un peu de poids dans tous les sens du terme, que ce soit physique et mental, puisque nous avons en fait un vrai problème, je crois, au niveau du commandement militaire et de la relation exécrable avec les civils. Et ça, je crois que c'est un vrai obstacle pour développer et moderniser l'outil de défense. C'est-à-dire comment on peut préparer une nouvelle génération rapidement d'officiers intermédiaires qui puissent mieux assurer aussi la fluidité entre le haut commandement, entre les soldats de métier, les soldats volontaires, les soldats conscrits, et puis comment faire en sorte que l'Arménie développe son outil, son industrie de défense, parce qu'encore une fois, il y a des niches dans lesquelles elle peut être compétitive, hein, que ce soit dans les drones, dans la cybersécurité, etc., dans le renseignement. Je pense qu'il est fondamental aussi qu'on développe la culture du renseignement, puisqu'il y a eu pas mal de cas de haute trahison dans les années 2020-2021. Donc tout cela demande du temps, demande des compétences, mais aussi une véritable doctrine, un livre blanc digne de ce nom. Ce qu'a fait M. Pachinian dans les années 2018, et ça c'est vraiment important aussi de ne pas être dans une approche binaire, manichéenne, basée sur l'idée de trahison, de patriotisme. Non, l'Arménie a dépensé énormément. Sauf que cet argent-là n'était pas forcément très bien. Je veux dire, le processus de transaction n'a pas été forcément très important, et enfin pas efficace. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un souci en termes de choix du type d'armement qui ont été acquis. Là, on voit que l'armée de l'air n'est pratiquement pas intervenue, hein, que les acquisitions d'avions de chasse russes, les systèmes de S-400 antimissiles Iskander n'ont pas été utilisés. Bref, il y a toute une doctrine qui doit être prise en compte tenu de la nouvelle réalité, c'est-à-dire l'étroitesse du territoire arménien, son relief montagneux et comment s'adapter donc aux menaces. Donc ça, effectivement, je vois en tout cas en diaspora quelques chercheurs qui s'intéressent à cette question, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on a une grosse polarisation encore entre les tenants d'une alliance je dirais, pragmatique, mais aussi par défaut avec la Russie, combien même la Russie penche complètement du côté de l'Azerbaïdjan, mais l'explication qu'on reçoit, c'est que c'est la faute aux dirigeants arméniens parce qu'ils ont trop provoqué les Russes par rapport à leur pivot occidental, et puis être extrêmement lucide sur les Occidentaux qui de toute façon n'interviendront pas. Ce qui intéresse encore une fois les Occidentaux, les Anglais, les Américains, les Européens, c'est que les Russes quittent la zone, mais pas et qu'il faut s'entendre avec la Turquie, parce que la Turquie reste, si vous voulez, le principal pilier de l'OTAN. Et alors dans ce cas, est-ce que Nicole Pachinian, avec ses démarches actuelles anti-russes, fait bien de faire ça justement? Est-ce que finalement Nicole Pachinian ne devrait pas garder un semblant de relation avec la Russie, un semblant cordial de relation avec la Russie dans ce cas-là?
effectivement, je ne pense pas que ce soit très opportun d'envoyer sa femme en Ukraine, de recevoir M. Zelensky, de s'entretenir avec le patron des services britanniques, M. Moore, qui est quand même la puissance occidentale la plus russophobe qui soit. Je pense que oui, c'est assez irresponsable. En tout cas, on ne peut pas se permettre, quand on n'a pas de levier militaire, démographique, économique, de provoquer, d'irriter à ce point la Russie. Ça ne nous rapporte absolument rien. Nous avons au sein du gouvernement arménien des faucons, entre guillemets, atlantistes, qui sont effectivement extrêmement, ont du ressenti vis-à-vis de la Russie, qui se comprend très bien. Mais est-ce vraiment, je veux dire, dans l'intérêt de l'État arménien que de se brouiller complètement avec un pays dont nous sommes tributaires, en tout cas, de l'approvisionnement énergétique et même, je dirais, agroalimentaire. Les capitaux qui circulent en Arménie, ce pas des capitaux de la diaspora, c'est des capitaux russes. Donc, il faut quand même avoir une exigence de lucidité et de pragmatisme, de ravaler sa fierté, de travailler à la reconstruction nationale de façon responsable. Et je ne pense pas que nous avons encore des élites qui sont dans cette optique de construction de l'État. Parce que vous avez un petit peu, en fait, deux visions. Vous avez une vision, on va dire, souverainiste, c'est-à-dire le gouvernement Pachinian qui aspire à une souveraineté face à la Russie, une sortie du post-soviétisme, mais malheureusement, la démocratisation n'est pas un gage de sécurité pour l'Arménie, comprenons-nous bien. C'est pas parce qu'on félicite l'Arménie pour ses bonnes performances démocratiques qu'on va être assisté militairement. Et de l'autre côté, vous avez une vision à souveraineté limitée, qui considère que ce qui compte, c'est que l'Arménie conserve des territoires, mais que de toute façon, c'est à la Russie d'assurer donc la politique étrangère et la politique de défense. Et l'enjeu consiste à creuser une troisième voie, c'est-à-dire faire de l'Arménie une sorte de pays neutre militaire sur le modèle suisse, ou même sur le modèle indien, c'est-à-dire un pays multi-aligné. C'est ce qu'ont fait très bien les Azerbaïdjanais en 20 ans. Ils ont fait preuve de patience stratégique et ils ont noué des relations stratégiques justement avec des pays qui sont extrêmement différents, que ce soit Israël, le Pakistan, l'Angleterre, la Russie, et sans faire partie d'aucune organisation de sécurité collective. Bon, après, bien sûr, ils ont la Turquie, donc ils ont l'OTAN. Ça, c'est faut être cohérent. Et ils participent aussi à beaucoup de manœuvres de l'OTAN, notamment en Afghanistan, d'opérations de l'OTAN. Donc, moi, je pense que l'exemple qu'il faut suivre, c'est cet exemple-là. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'ère des alliances. Nous avons un dilemme cornélien meurtrier entre le pivot occidental qui n'est pas synonyme de sécurité. D'ailleurs, les Occidentaux le reconnaissent implicitement. Malheureusement, nous sommes trop naïfs de penser que parce qu'ils nous aiment, ils vont nous aider. Et puis, vous avez les tenants de la Russie parce qu'ils voient ce qui se passe en Ukraine et ils sont conscients que la Russie ne va pas perdre. Et si elle ne va pas perdre, eh bien, elle va regagner des territoires et elle va instaurer, renforcer son assise sur son étranger proche, c'est-à-dire le Caucase avec la Géorgie, on le voit très bien, l'Arménie, l'Ukraine, l'Asie centrale, la Biélorussie, pourquoi pas les Baltes. Et vous avez une troisième voie que je pense porteuse de perspective, c'est-à-dire une Arménie neutre, multi-alignés, avec des relais d'influence via les réseaux diasporiques qui sont utilisés intelligemment, une alliance approfondie avec l'Inde, des relations commerciales, économiques avec l'Iran, parce que nous ne sommes pas en l'état, vu la situation iranienne, de développer une coopération militaire, mais aussi des partenariats avec des pays qui sont intéressés, comme les Émirats arabes unis, comme l'Égypte, la Grèce, Chypre, bien sûr, qui ont un problème avec le pan-turquisme. Donc, tout cela nécessite vraiment un effort de perspective, mais aussi de garder en tête que ce qui compte maintenant, c'est de sauver l'État arménien. Mais ça, c'est une perspective sur le long terme. C'est un travail qui demande des années et ça ne va pas se faire maintenant. Pourtant, on est, comme vous l'avez dit, dans une guerre qui est imminente en termes de temps. On le ressent aussi en Arménie. On en est certain qu'il n'y aura rien de positif, qu'une paix ne va pas se mettre là bientôt et que c'est plutôt l'attente d'une guerre qui se fait ressentir ici, quoi. Dans ce cas-là, sachant qu'on est dans une guerre qui est plutôt imminente, comment on fait pour essayer de la stopper ou en tout cas d'y mettre des obstacles, de la prolonger? Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant, à votre avis? Qu'est-ce que l'Arménie peut faire là maintenant pour essayer un maximum de ralentir ce processus-là, le temps de pouvoir regagner des forces? Oui, alors vous avez la position de Pachinian qui a le couteau sous la gorge et qui est prêt encore à brader de nouveaux territoires dans le Tavouche sans contrepartie. Et puis, il y a cette nécessité impérieuse de procéder à des sanctions internationales. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut vraiment
investir davantage les organes multilatéraux, faire du lobbying au niveau aussi de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne, du lobbying structuré, coordonné entre Yerevan, et ça demande aussi à Yerevan de se rapprocher des structures traditionnelles de la diaspora avec lesquelles elle est en froid, et ça ne contribue à personne, ça ne rend service à personne que d'affaiblir, de s'auto-affaiblir mutuellement. Donc, je crois que la mère des priorités, c'est de travailler à sanctionner l'Azerbaïdjan pour qu'elle ne se sente pas impunie. Et c'est l'impunité qui paye, on le voit bien. Vous avez remarqué, après le nettoyage ethnique de septembre 2023, la moindre sanction émise par l'OTAN, par les Américains, par les Européens pour l'Azerbaïdjan. Non, ils ont continué à faire du commerce. Et on ne peut pas, comme le dit si éloquemment l'écrivain Sylvain Tesson lors du dîner du CCAF, à se rendre allumer un cierge au monastère de Tatev et le lendemain aller à la chambre de commerce à Bakou. Donc, je crois que nous avons une exigence de responsabilité qui nous incombe que de se mobiliser au travers de nos relais d'influence, soit les amis de l'Arménie, la diaspora, mais aussi des pays qui comptent comme la France, l'Inde, pour faire exercer une pression continue. Mais après, bon, effectivement, tout va se jouer dans la capacité de résilience des forces de défense arméniennes. S'il y a beaucoup de pertes azerbaïdjanaises, je pense qu'ils vont pas continuer. Donc l'important, c'est vraiment comment l'armée arménienne peut développer une stratégie de guérilla, notamment dans le Sunnique, pour occasionner le plus de victimes, et qui permettrait de faire reculer l'assaillant. Et on l'a vu aussi que, et ça, il faut le savoir, parce que la guerre de 2020 n'a pas été une promenade de santé pour l'Azerbaïdjan. Ils ont eu beaucoup de pertes. Ça n'a pas été une promenade de santé. Même si, bien sûr, les pertes du corps arménien étaient extrêmement conséquentes. Merci beaucoup, Tigran, pour cette conversation. Merci à vous pour votre invitation. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre.